IDFM 98 de la bande FM, un au-delà du miroir. Ce soir, où nous allons de l'autre côté du miroir avec Alexis. Ambre, Alexis ou Alexis? Allez, comme vous en avez envie. Alexis. Ambre. Ambre. Oui. Alexis Ambre qui, comme la plupart de nous, a oublié son sac sur la Lune ou sur une autre planète et qui vient de publier donc un livre aux éditions Clair de Terre. J'ai oublié mon sac sur la Lune, amour, épreuve, famille. Les ai-je vraiment choisi un livre sur ce qui se passe après la mort? Vous vous appelez Alexis Ambre, vous avez un certain âge, on le dit? Oh oui, j'ai aucun complexe, puisque je ne fais pas mon âge. Vous ne faites pas votre âge, puisque vous dites que le fait de mourir, eh ben, moi je vous dis que les télomères, ils ne bougent plus, donc vous êtes morte à la mort. Voilà. Donc vous avez 74 ans. Non, après, 76 maintenant. 76 maintenant. Oui. Après une expérience très particulière, mourir, non, frôler la mort, vous êtes revenu à la vie, et celle-ci vous a entièrement changé. Psychologiquement, matériellement, spirituellement, vous aviez 42 ans. Vous aviez 42 ans ou c'est arrivé encore avant? Non. Alors, j'ai première fois. Quand j'ai fait cette mort, donc cette mort dépassée, pas cette NDE, j'avais 42 ans. Mais j'ai C'est quoi la différence entre une mort dépassée et une NDE? Une NDE en anglais, near, ça veut dire près. Near death, death c'est la mort, experience. Donc près de la mort, une expérience près de la mort. Donc c'est un coma, c'est un début de sortie de corps, mais ce n'est pas la mort. Moi je suis morte, donc j'ai fait une NDE, j'avais 27 ans, j'ai perdu un bébé, et j'ai fait un arrêt cardiaque sur table d'opération quand on a voulu me récupérer. J'ai fait j'ai eu une vision de ce que j'étais sur la table d'opération, j'ai vu le chirurgien, l'anesthésiste, etc. Et ça, c'était pas à 27 ans? J'avais 27 ans. Là, quand je suis morte à 42 ans, j'ai fait un arrêt cardiaque qui a duré 3 heures et quart. Quand je suis tombée, j'avais donc depuis cet arrêt cardiaque de 27 ans, j'étais suivie par un cardiologue régulièrement. J'ai très souvent ce qu'on appelle des chocs vagaux. On appelle ça un choc vagal. Et ces chocs ont été accentués par une vie conjugale un peu compliquée avec un mari qui me mettait toutes les fins de semaine dans des crises, qui faisait que je tombais. Voilà. Donc, à force de les répéter, alors que je venais de divorcer, que j'avais des charges et que j'étais surmenée, j'ai fait un arrêt cardiaque devant la pharmacie. Non, ça a commencé dans la pharmacie où j'ai commencé à avoir une hyperventilation, à plus pouvoir respirer. J'ai dit je sors. Je, paraît-il, dit aux gens qui étaient près de moi, appelez les pompiers, je suis en train de mourir. Je ne me souviens pas de l'avoir dit. Et je suis tombée et voilà, je me suis retrouvée dans une lumière fabuleuse avec ma marraine qui s'est trouvée instantanément à côté de moi, qui est morte quand j'avais 10 ans et que j'ai toujours invoquée comme une petite fille. Je ne suis pas quelqu'un de mystique, je ne suis pas quelqu'un de... Je ne fais pas de prière, j'ai été élevée chez les bonnes sœurs, je les ai rejetées parce que ça n'a pas toujours été facile avec elles. Mon éducation de l'époque n'est pas l'éducation de maintenant où on permet tout aux enfants. Voilà. Donc voilà, et donc je dirais que j'avais une foi intérieure et surtout j'avais conscience que ça ne s'arrêtait pas. Voilà, que c'était pas possible que la vie s'arrêtait et qu'on n'était pas là pour rien. Mais j'avais aucune réponse. Vous vous étiez posé la question. Mais je m'étais posé la question parce que, comme tout le monde, on se dit mais pourquoi je suis atteinte d'un tel sort? Pourquoi maman m'aime pas? Pourquoi enfin, on est tout le temps à se poser des questions. Qu'est-ce que je fous là? Je me la posais cette question, mais j'avais pas de réponse. Donc là, vous vous retrouvez à l'hôpital. Voilà, donc on tente d'abord de me réanimer plus de 3/4 d'heure, sans succès. Sur place. Sur place, on constate le décès, on m'emmène à la morgue, et comme j'étais donc la petite chérie d'un officier de gendarmerie, et que c'était ses copains qui avaient tenté de me réanimer, pour eux c'était quelque chose d'épouvantable d'aller annoncer à leur patron que la femme qu'il aimait était morte. Donc ils m'ont laissé sur le marbre de la morgue, à faire la navette entre le marbre, à mettre les doigts sur la carotide, ressortir, etc., pour voir si mon chéri arrivait. Et au bout de ce temps-là, lui, le préposé de la morgue, qui lui n'avait pas du tout les mêmes états d'âme, a regardé sa montre en disant « il va être midi, j'ai faim ». Et donc l'accident a eu lieu, il était 9h,
Et quand donc, on a voulu me mettre dans le frigo, pour ça, on a voulu me croiser les mains. Donc vous étiez même pas sous perf, rien. Ah non, j'étais morte. C'est ça qui est fou, ça. Je ne pouvais pas. Le cœur s'était arrêté, 3h15 arrêt cardiaque total. Donc vous étiez froide. Voilà. Et donc le cœur venait, au moment de me croiser les mains, le cœur venait de repartir. Le gendarme qui s'est rendu compte de ça a cru d'abord que c'était son propre cœur, parce qu'on peut se tromper en prenant un pouls. Hein. Puis quand le médecin pompier qui était resté dans la cour est arrivé en courant, le cœur était reparti. Alors là, pimpon, hôpital, réa. Je suis restée 4 jours dans le coma. Pendant ces 4 jours-là, pendant 3 jours surtout, j'ai vécu des choses absolument fabuleuses, irracontables parce que ça ne rentre pas dans notre concept, mais merveilleuses. J'ai vu aussi le destin de la Terre, de notre humanité, de ce que les hommes sont en train de faire là, maintenant, parce que ce qui est en train de se passer, je l'ai déjà vu il y a 30 ans. Et puis j'ai vu mes petits garçons, et là quand j'ai vu mes petits garçons, j'avais juré quand j'étais jeune fille, puisque j'étais chez les sœurs et que j'en bavais, en pension, que si un jour j'avais des enfants, je les mettrais jamais dans la pension, jamais. Et là j'étais parjure, parce que j'étais seule à les élever, ils avaient 8 et 10 ans. Donc j'ai dit à cette marraine qui était à côté de moi, je peux pas redescendre. Je peux pas redescendre. Oui, je peux pas redescendre. Donc je dis, mais elle me répond, tu peux rester là où tu es. Tu peux redescendre, mais si tu reviens sur Terre, tu ne seras plus la même, tu témoigneras et tu aideras. Alors, quelle est la différence entre l'Alexis d'avant et celle d'après ? Alors, l'Alexis d'avant était une fille née en 1941, avec des parents très pratiques, très psychorigides, donc j'étais timide, j'étais pas introvertie. Je suis trop artiste pour être introvertie, je suis dans la création, mais timide, réservée, obéissante, presque soumise. C'était comme ça, presque soumise. J'avais mes insoumissions par mes désirs inconscients et conscients, mais j'obéissais. Voilà. Et puis quand l'accident est arrivé, j'ai complètement changé. Donc je voyais que le bout de mon nez, j'ai un grand nez, donc c'était pratique, mais ça n'allait pas plus loin. Et puis j'ai commencé donc à ce retour à la vie. D'abord je suis revenue, je flottais à 3000 mètres d'altitude, j'aimais tout le monde, j'étais dans l'amour inconditionnel. Et puis après, je suis rentrée à la maison, je suis restée sous contrôle médical 4 mois, puis j'ai repris mes activités. Et là vous êtes devenue une grande gueule. C'est pas qu'une grande gueule, j'ai commencé à voir des choses que les autres ne voyaient pas, et j'ai cru que j'étais hallucinée. Mais vous l'avez dit en plus, c'est pas le tout de les voir, mais il faut les dire. Mais il faut les dire, voilà. Il faut oser. Voilà, et c'est là où tout a changé. Et c'est là où je me suis imposée, et c'est là où, où j'ai dit, je veux et je veux plus. Avant, j'obéissais, et après, j'ai rompu avec plein de gens qui mentaient. J'entends penser les gens, donc maintenant j'ai appris à contrôler ça, mais c'est très difficile, parce que c'est insupportable. Les pensées des gens ne sont pas des belles pensées. C'est difficile. Ce n'est pas que lié à leurs problèmes existentiels, c'est qu'ils sont tendus pour beaucoup. C'est pas méchant quand je dis ça. Et puis c'est difficile aussi de vivre en couple dans la mesure où Oui, mais on est formaté à tout tas d'idées reçues, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc donc j'ai écrit 2 livres qui expliquent... Alors le premier s'appelle toujours... Qui dit que la mort est une fin. Et qui a été un succès que vous avez publié en quelle année ? Il y a longtemps déjà. Je crois que c'est en 1997. Ah oui, donc ça fait un moment, ça fait 20 ans. Oui, il est en son 6e ou 7e édition, je crois. 20 ans. Oui. Alors, vous êtes morte pendant 3h30, c'est un peu faux. Je suis revenue à la conscience 4 jours après. Oui, il y a eu un coma. Et me souvenant qui j'étais, alors que là, l'enfer médical a commencé. Parce qu'on ne voulait pas que je sois normale. Oui, parce que vous deviez avoir des séquelles. Voilà. Séquelles. Je suis peut-être un peu cinglée. Mais... Non, les séquelles. Voilà. Séquelles n'est pas belle, la vie. Alors, Alexis, c'est le prénom que vous a donné votre père. Vous nous avez annoncé que vous aviez des problèmes avec votre maman. Dans le livre, il est abordé toutes ces relations qu'on peut avoir avec la famille. Une mère qui semble ne pas nous aimer, je dis bien qui semble, ou un père. Oui, ou qui aime mal en tous les cas. Qui aime mal, ou qui ne s'aime pas et qui ne peut pas donner. Bien sûr. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et puis de toute façon, quand on arrive sur Terre, on n'est pas nécessairement atteinte de maternité aiguë. Vous comprenez ?
Il y a des femmes qui arrivent qui ne veulent pas d'enfants. C'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles sont obligées d'avoir des enfants. Parce que les gens sont scandalisés encore en disant « Comment tu n'as pas d'enfants ?» Mais c'est pas une obligation non plus. Voilà. Donc vous vous posez la question, combien de fois vous a-t-on demandé, parce que vous êtes devenue consultante, que fait-on sur Terre? D'où venons-nous? Quel est mon rôle, ma mission? Combien m'ont demandé ce qu'ils faisaient avec les parents qu'ils avaient? Combien m'ont dit je me suis trompée de famille? Oui. Et puis il y a cette phrase, on ne choisit pas sa famille. Si on l'a choisi. On l'a choisi? Ben oui, on l'a choisi. Comme je tente de l'expliquer dans ce livre et dans le premier livre d'ailleurs, la vie sur Terre n'est pas une obligation, c'est une expérience. La vie sur Terre est une école. Et comme tous les élèves on choisit son école. La Terre est une école, une des plus difficiles de l'univers, parce qu'elle oblige l'esprit à rentrer dans la matière et à prendre un corps et oublier qu'il vient de l'univers et qu'il a toute la connaissance universelle. Donc on choisit sa vie en fonction d'abord d'un héritage génétique cosmique, et puis on choisit donc un parent ou les deux parents, même si on ne les connaît pas, c'est juste l'héritage génétique, parce que vous savez bien que dans la génétique, s'il y a un rejet, l'enfant ne peut pas naître, hein, ou la greffe ne peut pas prendre, vous le savez. Donc on choisit ou le père ou la mère ou les deux, et eux, ce qui sont déjà sur Terre, vont nous apprendre à marcher, à lire, à compter, à être dans ce contenu. On oubliera tout ce pourquoi on est venu, on oubliera tous nos choix, et on avancera jusqu'à ce que la mort, enfin la fin de notre véhicule, parce que le corps est un véhicule, ait trouvé sa fin, et on va au garage, et puis on reprend la route, si on a envie de reprendre la route, on revient. Et dans ce cas-là, on revient... Parce que ce que je voudrais dire, c'est ce que j'ai constaté de l'autre côté dans la lumière, c'est qu'il n'y a pas de jugement dernier. Quand j'étais chez les sœurs, à l'époque, la punition était toujours... on brandissait la menace de ne pas mériter le ciel, d'être puni par le bon Dieu, etc. Mais qu'est-ce qu'il en a fait, le bon Dieu, de toutes nos bêtises, comme je le dis dans mon livre? Est-ce que nous, parents, qui sommes parents, sommes dans la cour de récré de nos enfants? On leur apprend à dire, s'il te plaît, bonjour, au revoir et merci, mais on n'est pas là quand ils sont sans nous. Le Père éternel, on ne l'appelle pas le Père éternel de toute façon, Père-Mère de l'autre côté, incommensurable, ce que vous voulez. Lui, on a choisi de faire une expérience, on est tout seul. On remonte, et là, moi, ma vie a défilé devant moi, et j'ai vu toute ma vie défiler, y compris dans le ventre de ma mère, y compris les tentatives d'avortement de ma mère. Et puis j'ai vu qu'on avait vécu avant, et que j'étais revenue pour... mon père, pas pour ma mère, mais que j'avais décidé d'avoir une mère qui ne m'aime pas pour obliger mon père à quelque chose qui s'était passé dans une autre vie et pour laquelle il avait une culpabilité. Et l'esprit étant grand, dit par amour, mais attends, cet homme, il est en train de se prendre la tête parce que dans cette vie d'avant, il a failli, je vais l'aider. Donc je choisis une mère qui ne m'aime pas pour obliger mon père à faire ce qu'il n'a pas pu faire dans la vie d'avant. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'étais petite fille, je disais toujours, donc on était 4 enfants, et je disais, mais pourquoi maman m'aime pas? Pourquoi tout le monde est à la maison et pas moi? Pourquoi j'ai fait une anorexie alimentaire par manque d'amour maternel, tout petit bébé? Pourquoi? Alors d'accord, c'est la guerre, je suis un retour de couche, elle me voulait pas, elle voulait un garçon plutôt qu'une fille. Mais attends, pourquoi? Et là, j'ai la réponse. C'était quoi le pourquoi? Le pourquoi, c'est que dans cette autre vie, j'avais eu ce monsieur-là, qui est mon père, comme un mari. Il m'avait épousée, et à l'époque, les mariages, c'était souvent pour les dots. Il avait mangé ma dot et je suis morte de faim. Il a tellement culpabilisé d'être responsable de ma mort, parce que je suis morte jeune, parce que ruinée, qu'il ne savait pas comment se faire pardonner de ça. Donc je suis revenue, j'ai choisi une mère qui ne m'aime pas, donc qui m'abandonne. Il m'a gavée comme une oie quand j'étais bébé. Il m'a tirée de l'hôpital, il m'a gavée comme une oie. Et très souvent, ce père, donc on était des filles, il y a 2 garçons et 2 filles, et ce qui était absolument incroyable, c'est que ma sœur pouvait amener tous les garçons qu'elle voulait à la maison, et moi non. Il était jaloux. Oui, il était jaloux. Quand je me suis mariée, il ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Quand, au bout de 8 ans de mariage, j'ai annoncé que j'étais enceinte,
il m'a pas parlé parce que j'allais être déformée alors qu'il avait fait des enfants à ma mère. Donc il y avait tout un tas de comportements qui me semblaient complètement invraisemblables. Il n'était pas incestueux, hein, pas du tout. Mais il était possessif comme un mari. Et il est mort il y a 3 ans, mon vieux père centenaire. C'était un homme assez extraordinaire, je dois dire. Et je lui ai raconté un jour une histoire fabuleuse qui m'est arrivée en rentrant dans un café pour déjeuner, un café où j'avais l'habitude d'aller. Le serveur vient et me dit, il y a du monde, mais ce monsieur qui est là va vous laisser sa place et vous inquiétez pas, je vous la garde. Le monsieur en question se lève, vient vers moi et me dit, il faisait un froid terrible dehors, il vient et me dit, madame, la place est toute chaude, vous allez pouvoir vous réchauffer. Et je dis, je vous remercie infiniment, cher monsieur. Ah, il y avait un monde fou dans la brasserie. Puis il se rapproche à nouveau, puis il me dit, vous savez pourquoi j'aime les femmes? Un monsieur qui avait plus de 70 ans. Hein. Alors, je dis, non, dites-moi. Il me dit, parce que dans le regard des femmes, il y a la présence de Dieu qu'il n'y a pas dans le regard des hommes. En pleine brasserie. Donc, si j'adore me dire ça, moi, c'est quand même assez étonnant. Donc, le soir, j'appelle mon père, parce qu'on se racontait la journée. Il était tout seul, maman était décédée. Donc, je lui dis, tiens, je vais te raconter ça. Donc, je lui raconte cette histoire. Il fait, mais je vais être jaloux. Je dis, mais attends, papa, jaloux de quoi? Je suis ta fille. T'es pas mon mari. Ah oui, c'est vrai. Il avait pratiquement 100 ans. Mais il n'avait pas conscience de ce qu'il disait. Mais ça, c'était révélateur, vous voyez. Donc, je venais pour mon père, je venais pas pour ma mère. Mais j'acceptais les défis avec ma mère. Donc, l'esprit est grand. L'esprit est grand. Vous êtes sur le 98 de la bande FM et idfm98.fr dans cette deuxième partie d'Au-delà des miroirs. Quand je regardais les gens danser dans l'école de spectacle que je raconte au début du livre, j'avais l'impression que je pouvais en faire autant. Parce que c'était tellement léger, tellement aérien, mais une fois que j'allais au cours de danse, j'étais un éléphant. Mais quand on est là-haut, et vous le savez, on regarde, tout paraît simple. Donc quand on choisit un rôle, c'est comme un acteur qui a envie de jouer, quoi. Ouais, et il faut qu'on choisisse tous les rôles. Voilà, seulement quand on vient... Y compris les rôles de figurants. Voilà, mais quand on laisse le scénario dans la loge et qu'il faut avancer en fonction de la mémoire inconsciente, c'est une autre paire de manches. Oui, alors votre livre, justement, comprend 2 parties. La première raconte votre vie après votre saut dans la lumière, et croyez-moi, vous allez le lire, l'atterrissage fut brutal. La seconde partie est la suite de votre étude de l'humain avec les explications transmises depuis l'au-delà sur les raisons de notre venue sur Terre. Alors, tout à l'heure, vous disiez que on s'incarne, on descend dans la matière, de lumière on passe dans la matière, mais dans cet élan vers notre planète Terre, qui est l'école la plus dure du système solaire, et quel que soit notre choix du moment, la descente peut être déviée par la collision entre 2 esprits descendants au même moment, à l'image de gouttes de pluie qui ne tombent pas dans la même flaque. Ça, c'est pour les... Donc, il y a des gens qui ont choisi un parcours de vie et qui vont se retrouver atterrir ailleurs. Et pour eux, c'est pas plus... C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est pas... J'arrive pas à trouver le mot. C'est pas plus gratifiant. Non. De jouer un rôle qu'on n'a pas appris. Ah, bien sûr, parce que ça les oblige à improviser. Mais selon puisque la Terre est une école, il y a des élèves de 6e, 5e, 4e, 3e, première et terminale. Ça sera effectivement plus gratifiant pour un élève de première d'improviser, parce qu'il a déjà un acquis d'incarnation successive, donc il est beaucoup plus fort dans son improvisation. Un comédien débutant, c'est pas improviser, mais un comédien qui a déjà du métier, il sait improviser. Et puis quand on sent qu'on n'est pas chez soi, et j'ai beaucoup de gens qui me disent « j'ai pas les bons parents, je suis pas à ma place ». J'aurais pas choisi cette famille. Voilà. Et pourtant, moi c'est ce que j'ai dit, quand on m'a parlé de la réincarnation, j'ai dit j'aurais jamais choisi la mère que j'ai eue. Voilà. Et pourtant, c'est pas à cause d'elle, mais grâce à elle que je suis comme ça. Que vous êtes devenue aussi. Mais oui, mais moi aussi, je la remercie. Moi, je suis venue d'une façon intentionnelle avec un père, donc je choisis un ventre. Pardonnez-moi, ma mère est à ce moment-là, dans mon choix, elle était aussi la provocatrice de mon karma.
Elle était la provocatrice qui obligeait mon père à me gaver comme une oie. Si elle m'avait aimée, elle m'aurait choyée, elle m'aurait mise au sein et j'aurais vécu. Mais quand elle a vu que je ne me nourrissais pas, elle m'a mise à l'hôpital et elle m'a laissé mourir. Et c'est mon père qui a été prévenu, alors que c'était la guerre, il était parti, comme tous les hommes, puisque il était dans l'armée a été dissoute en 41, donc il a fichu le camp, et voilà, il a rejoint l'Angleterre, le deuxième bureau, je sais pas quoi, et moi j'étais transportée à l'hôpital. Et c'est ma grand-mère qui à part, parce qu'il y avait Radio Tam Tam, hein, il y avait, les gens se prévenaient, mon père a été prévenu, il est arrivé en douce, pour me trouver puis alors, en plus de ça, dans les hôpitaux, c'était de la Conception à Marseille. Papa est arrivé, il a trouvé une espèce d'embryon, parce que 2 mois et demi anorexique, ça fait pas gros, puis en une fille, c'est pas très gros, comme bébé non plus, en train de mourir. Il a dit, si elle doit s'en aller, c'est à la maison, avec nous. Et il m'a embarqué, et puis dans le désespoir, il a arraché un tuyau de but à gaz, un entonnoir, et il m'a gavé comme une oie. Je régurgitais, il me berçait, il me parlait, et moi on me disait, mais ça sert à rien. Alors, vous dites quand même quelque chose à la page 229 de votre livre. Il inscrit tout son chemin à venir sur une bande magnétique, hein, on est en train de parler de l'âme. Oui. Celle-ci ne le quittera qu'à la toute fin de son expérience terrestre, quand le scénario étudié au départ aura inscrit le mot « fin ». Il peut ainsi vivre une vie ou 10 000 vies, être une jeune âme puis une vieille âme. Comment peut-on être à la fois une jeune âme et une vieille âme? Non, il commence par être une jeune âme pour devenir une vieille âme. C'est ce que je viens de vous lire. Oui. Il peut à la fois être en même temps une jeune âme puis une vieille âme. Oui. Mais c'est bien de remettre les choses au point, parce que cette phrase, je me dis, mais je pense que dans la correction, il y a une erreur. Voilà, donc c'est bien ceux qui liront le livre. Ne vous posez pas la question. Merci d'être tolérant. Et pour pour ceux les correcteurs, et pour moi qui suis peut-être passée au-dessus, parce qu'on démarre à la 6e. Par exemple, on se sert de l'école, hein, 6e, 5e, 4e, donc celui de la 6e. Et on va pas plus loin que la 6e. C'est pas la 10e au départ? Non, ça c'est tout ce qui est... ce n'est qu'une tentative de faire comprendre une évolution. On démarre au cours préparatoire quand même. Oui, mais ça c'est à l'école des hommes. Ouais. Voilà, donc nous, on est quand même assez évolué maintenant sur Terre pour démarrer à la 6e. Oui, l'esprit est immense. Même s'il accepte de venir à l'état fœtal, puis ensuite apprendre à marcher, à lire, à compter dans une enveloppe. Attends, imaginez simplement, on décide d'aller sur la Lune, hein? On va prendre un scaphandre. Et on va être lié à la radio de bord avec la NASA. Bon. Dans le LEM, il y a l'ingénieur agrégé en électronique, en tout ce qu'on voudra, il y a le technicien, machin, il y a des niveaux de connaissances. Hein. Mais imaginons que le LEM tombe en panne et que la radio de bord tombe en panne. Comment on fait pour revenir sur la Terre? On va se débrouiller, trouver chacun et puiser en chacun ce qu'il est capable d'apporter pour pouvoir remettre le LEM en marche et repartir, ou mettre la radio pour se faire récupérer par une autre. Voilà. Donc l'esprit, lui, est grand. Il a la connaissance universelle. Il choisit de venir sur Terre, donc il ne vient pas sans outils. Même s'il oublie pourquoi il est venu, et que son esprit incorpore un corps, hein, on incorpore un corps. L'âme, c'est la disquette. Là, on est en train de parler, les gens écoutent, donc c'est enregistré. Eh bien, on a enregistré notre chemin. Bon, on a enregistré notre chemin et GPS. Voilà, c'est notre GPS. Voilà. Et on a oublié le sac sur la Lune. Dès l'instant où on descend, on ne se souvient plus. Pourquoi? Si demain, mes petits-enfants, puisque je suis grand-mère maintenant, ils commencent à apprendre à lire là maintenant, hein. Donc ils sont arrivés, c'est le bœuf et à bas. Il faut leur apprendre à marcher, à lire, à compter, etc. Mais ça ne fait pas d'eux, puisqu'un enfant est adulte dès sa naissance, ça ne fait pas d'eux un mâle, des ânes. Simplement, la nouvelle vie dans laquelle ils arrivent est complètement étrangère à ce souvenir inconscient, sublime, qui est dans la lumière. Mes petits-enfants je les écoute beaucoup parce que c'est assez magique. J'ai un petit-fils qui vient d'avoir 10 ans et qui vous sort ex abrupto. Ah,
j'ai 10 ans, et je ne suis pas encore assez grand, vivement que je puisse décider par moi-même et pour moi-même. 10 ans. Il est adulte. Quand il était petit, il me sortait des trucs tout à trac. Oui, vous sortez des phrases. Voilà. Donc l'esprit... On reviendra sur les enfants. Voilà. Après. Donc l'esprit est grand. Lui, il a la connaissance universelle. Quand il vient sur Terre, il fait comme s'il ne savait rien. Il a oublié aussi le choix du rôle qu'il avait décidé d'accomplir. Est-ce que, comme on pense que la vie est une école et que c'est un théâtre, qu'on a tous des rôles à créer, oui. Est-ce que il ne faudrait pas apprendre par cœur? C'est-à-dire on apprend tout ça, c'est-à-dire le GPS avec le chemin de vie et tout. Est-ce que tout ça, c'est pas dans notre cœur quelque part et pas dans notre esprit, et qu'on nous demande de jouer la pièce par cœur? Mais bien sûr que oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais plus on va grandir à l'école de la Terre, moins l'hermétisme sera grand, moins, et les souvenirs nous reviendront. Et plus on revient... regardez, moi je me souviens que quand je faisais l'école de l'art, dans l'histoire de France, il y avait des périodes de l'histoire où je disais, j'avais 16 ans, et je disais, mais ça s'est pas passé comme ça. D'où je tenais ça. Alors je disais, j'aimerais bien être hypnotisée pour remonter l'histoire, pour savoir comment ça s'est passé. On a nos souvenirs. Donc alors, on va revenir à la base. Donc l'esprit, s'il vient pour la première fois sur Terre, c'est une jeune âme. S'il revient 10 000 fois sur Terre, c'est une vieille âme. Il a acquis au travers de 10 000 vies tout un tas d'expériences qu'il n'aura pas quand c'est sa première vie. Donc quand il remonte, il regarde sa vie défiler, puisqu'il n'y a pas de jugement dernier, il regarde son carnet de notes. Il est spectateur de ce qu'il vient de jouer. Voilà, et comme un acteur qui est un acteur sérieux, et il regarde ses rushs et dit, mais j'ai joué comme une patate. Ou, ben là c'était pas mal. Ben là, c'était... Moi c'est ce que j'ai fait, moi. Donc, je dis, là j'ai fait ça, là j'ai pas fait. Comment je peux faire pour rectifier ça? Et là, on dit, si tu as envie de retourner, parce que tu n'as pas fini, ton scénario, il est comme ça, tu as acte 1, scène 1, scène 2, scène 3, acte 2, mais tu n'en es qu'à la scène 3, acte 2. Donc, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Si tu as envie d'arrêter de jouer... attendez, si vous et moi, on décide de jouer au théâtre, avec un metteur en scène, on joue en Ré 8, alors on va apprendre par cœur notre truc, on va se faire couper régulièrement la tête, si vous êtes Anne Boleyn et moi je ne sais moi. Et puis, quand le metteur en scène va arriver en disant « je suis contente les filles, j'ai une nouvelle commande, on va jouer Virginia Woolf », on va être obligé de mettre de côté toute notre mémoire du texte d'Henri VIII pour se lancer dans Virginia Woolf. Ça va nous apporter un autre savoir, une autre façon de jouer, une autre mentalité dans le jeu de rôle. Oui, mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi on est obligé de jouer les salauds, les meurtriers, les pédophiles? Si vous voulez... Qu'est-ce qui nous prouve? Parce qu'on doit jouer tous les rôles. Non, alors on doit jouer... Non, d'abord, la jeune âme, bien souvent, comme elle n'a pas vraiment... Comment dirais-je? Elle n'a pas suffisamment de connaissances, donc elle n'a pas suffisamment de conscience, et qu'en même temps, et vous avez qu'à regarder dans la société actuelle, il y a énormément de jeunes âmes, il y a beaucoup de vieilles âmes, mais il y a énormément de jeunes âmes, et puis il y a beaucoup d'âmes errantes. Donc eux, ils veulent, ils sont dans la revanche, dans la vengeance, dans un mental, parce qu'on nous a entretenus dans ce mental, on nous a entretenus dans la faute en permanence. Donc, et dans la matière. Et dans la matière. Donc, quand un esprit... Si vous avez été roi, qu'est-ce que vous connaissez de la société humaine? Oui, ça je veux bien être le serviteur. Si vous avez été mendiant, qu'est-ce que vous savez des décisions que prend un roi? Oui, mais qu'est-ce qui nous pousserait à devenir meurtrier, criminel? C'est le caractère fondamental. Ouais, c'est le dérapage. Si vous avez lu le livre, il y a une légende indienne qui dit, tu viens chercher sur Terre, tu mets tous tes pouvoirs divins de côté, et tu descends sur Terre. Tu vas chercher la perle qui est au fond des océans et gardée par le Cerbère. Et l'esprit dit, mais c'est quoi la perle? C'est ton moi supérieur illimité qui connaît toutes choses. Et c'est quoi le Cerbère? C'est ton petit moi. Et l'école de la Terre, c'est la bataille de l'ego. Oui. L'ego du mental et l'ego de l'être. Et plus une âme vieillit, plus elle retrouve l'ego de son être, et plus elle retrouve ses souvenirs de ses vies d'avant. Et moins elle répète les erreurs. Oui, alors il y a aussi... Ça n'empêche pas d'avoir des crétins qui lui font des
des croche-pieds. Ouais, alors il y a aussi toute cette théorie qui dit que ceux qui souffrent en ce moment, c'est qu'ils ont été des anciens bourreaux. Donc ça justifierait toute la souffrance. Bien sûr, voilà, bien il sûr. faut faire attention, ça justifierait les gosses qui meurent de faim, ça justifierait les bombes, etc. Il y a des peuples, alors sur Terre, donc il y a des peuples, tout est un renouvellement. C'est vrai qu'on choisit de crever de faim ou pas de crever de faim, ne serait-ce que pour compenser, comme moi j'ai accepté le sacrifice de ne pas être aimé de ma mère pour aider mon père. C'est un acte d'amour, ce sont des actes d'amour. Mais je vais vous raconter une séance que j'ai dû faire avec une dame, tout au début de mes premières visions dans la lumière, et de la Terre, alors que j'étais sur Terre. J'ai un de mes amis médecins qui m'envoie une dame qui, après un stage de yoga, s'était fait posséder. Parce que la possession existe, parce que tout ce qui est en haut est en bas. Après une montée de Kundalini. Ouais. Elle se fait posséder. Elle revient au gong de fin de méditation, complètement destroy. Et là, ça devient l'enfer chez elle, avec des poltergeists et tout ce qu'on voudrait, tout ce qu'on voudra. C'était une femme franco-allemande, bien stable dans ses bottes, chef d'entreprise, donc pas du tout une illuminée. Et sa vie devient un enfer, elle perd son boulot, elle perd son mari, elle perd tout, parce que c'était devenu un enfer. Elle va voir tous les exorcismes de la terre, les archevêques orthodoxes et tout ce qu'on voudra, sans succès. Et elle finit par débouler chez un de mes amis médecins, qui faisait du yoga, et se dit que lui, il doit peut-être comprendre ce qui lui arrive. Et il me l'envoie. Et là, je vois, parce que ça me fait partie, que effectivement, dans son enveloppe, à moitié, il y a un personnage géantissime qui errait et qui a profité de son passage pour essayer de vivre à travers elle. Qu'est-ce que je fais ça? Moi, je suis là comme une poule qui a trouvé un paquet de crayons. Voilà. Donc, je lui dis, on va essayer de vous dégager, mais je ne fais pas ça toute seule parce que la présence que je vois, c'est un machin qui lance comme ça. Et donc, j'appelle le médecin qui me l'a envoyé, je lui dis, je veux que tu sois là. J'appelle un de mes amis psychiatres, je lui dis, je veux que tu sois là. J'appelle le Jules de ma sœur qui était kiné et en même temps karatéka pour me protéger. Voilà. Ma petite sœur parce qu'elle est lumière et une de mes amies parce qu'elle est lumière, et on se retrouve autour de la table avec ma patiente. Je pars en transe parce que je pars dans des états de conscience différés. Je me mets à lui parler dans une langue totalement étrangère. Ça devient une bataille, je suis blessée même, déchirée, griffée, etc. Personne n'y comprend rien autour de la table, on me retient, puis je finis par revenir à moi. L'exorcisme. Complètement mal, mais mal. Et le psychiatre me dit, c'est complètement insensé, tu as parlé dans une langue, on dirait du slave ou de l'allemand, mais je ne sais pas très bien, mais on n'a rien compris, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'était comme dans l'exorcisme, vous parliez à l'envers? Non, vous allez voir. Donc il me dit, comme mon frère fréquente les Russes blancs de Paris, peut-être que, comme ça me semble être un peu de l'allemand ou du slave, peut-être que, parce que les Russes, comme tous les autres pays, sont polyvalents en langue, alors qu'en France, on parle difficilement l'anglais. Il m'appelle le soir, le psychiatre, il me dit tu es assise. Vous aviez enregistré, hein, Oui, j'enregistre tout. Oui, parce qu'il fallait. Tu es assise, c'est de l'allemand du XIIe siècle et du russe du XIIe siècle. Et les Russes blancs ont dû chercher dans des dictionnaires anciens des mots qui n'existent plus. Et qu'est-ce qu'il disait? Et qui disait que la fameuse dame qui s'était faite posséder, dans une autre vie, était son prisonnier, parce que c'était un bourreau, qui avait réussi à s'évader des prisons. Et là, dans cette sortie de camp, lui, il était errant, il l'avait chopé. Alors, moi, dans la discussion que j'avais avec cette entité avec laquelle je me bagarrais, c'est que moi, de façon très naïve, parce que je ne comprenais pas tous ces systèmes, parce qu'on meurt dans la forme pensée qu'on a émise toute sa vie. Donc, si on est un bourreau, on reste un bourreau, et on ne sait pas qu'on est mort. Donc, lui, il était en peine par rapport à son ça, puisqu'il avait raté sa mise à mort. Donc, mais le monde d'en haut me dit, mais si tu lui parles comme tu lui as parlé en lui disant, mais t'as rien à faire, on est au XXe siècle, t'es mort au XIIe siècle. Il va pas comprendre, mais il a rien compris. Il a rien compris. Mais si tu vas le voir parce que on peut leur mentir aux esprits errants, c'est je suis l'estafette du tsar, il te demande au palais, tu le montes dans la lumière. Ouais. Et on l'a monté dans la lumière, et c'était le bourreau d'Ivan le Terrible. Elle a été tranquille après la fin. Tout est rentré dans l'ordre.
Après, il a fallu la soigner au niveau énergie, parce qu'elle avait été quand même nerveusement extrêmement ébranlée. Mais tout est rentré dans l'ordre. Il y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs, être nés quelque part. Troisième partie d'Au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM avec Alexis Ambre, qui a oublié son sac sur la lune. Amour, épreuve, famille, est-ce qu'elle les a bien choisis? Nous sommes en train de nous poser la question. Nous avons en première partie vu un peu comment elle a eu une NDE et qu'elle est même morte pendant 3h30. Mais alors Alexis, si on est si bien là-haut, pourquoi on redescend? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Quelle bonne question. Ouais. Alors, si on est bien là-haut, c'est notre vraie maison. Encore une fois, l'esprit est grand. L'esprit respecte la parole donnée, la parole qu'il s'est donnée à lui-même, parce que dans l'univers, contrairement à ce qu'on nous a initié par les religions, comme quoi on est dans le devoir, dans l'obéissance, dans la soumission, et que si ça marche pas, on nous bottera les fesses là-haut on est donc libre de son choix de venir ou non sur Terre, libre d'arrêter ou non son cursus, si dans cette vie vous terminez votre vie, vous retournez de l'autre côté en disant « Niet, je ne retourne plus », vous ne retournerez plus. Alors que... Et je pense que quand on décide de mourir, pour la plupart, c'est qu'on décide de quitter la vie. C'est-à-dire qu'on décide de... Non, on a une date d'arrivée, on a une date de départ. On a une date de départ. Oui, mais je pense qu'on la connaît, cette date. Mais bien sûr qu'on la connaît, mais comme on a peur de la mort, on l'enfoue. Mais il y a un moment, les gens, ils ont envie de partir, parce que bon, le monde ne correspond plus à ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes, parce qu'on en a ras-le-bol, parce que le corps vieillit, parce que... Oui, mais c'est l'heure, et on arrive à l'heure. Vous voyez, je me sers toujours de mes proches. Mon père avait très très peur de mourir. Il a vécu jusqu'à 99 ans et demi, donc presque 100 ans, avec la tête consciente. On parlait tout, politique, c'était un grand littéraire, il aimait passionnément tout ça. On avait des discussions à bâton rompu, on se téléphonait des heures entières. Voilà. Et il n'était pas prêt de mourir. Et il était très content en me disant, je vais avoir 100 ans. On va faire la fête, la mairie va me demander, gna 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 gna. Et puis quand il voyait tout ce qui est en train de se passer, il disait, bon, je sais que j'arrive au bout de la ligne droite des Hunaudières, mais au fond, quelque part, j'ai peur de mourir, mais je suis très contente de quitter ce monde-là, de le quitter parce qu'il n'est plus du tout comme voilà, il n'y a plus aucune grandeur, il n'y a plus rien du tout, voilà. Mais bah, donc il allait très bien. Donc le mercredi soir, on papote, on se raconte la politique, etc. Et le jeudi matin, mon frère me téléphone en me disant, je t'appelle parce que papa est en déshydratation. On l'a mis en perf, mais il va bien. Il a une petite pneumopathie, mais légère. On n'a pas besoin de prendre d'antibiotiques, c'est pas nécessaire. Mais je t'appelle parce que il peut pas décrocher son téléphone du fait des tuyaux. Donc ça ira mieux demain. Bon, j'appelle l'infirmière en demandant des nouvelles de mon père. Elle me dit, mais il va très très bien, il va très bien. Et il m'a même dit, ça va faire rire les auditeurs. L'infirmière lui dit, bon, vous n'allez pas vous lever cette nuit parce que vous risquez de tomber. Donc je vais mettre les barres et je vais vous mettre une couche. Et mon père prend la main de l'infirmière, embrasse sa main et lui dit, ce n'est pas une petite péronnelle comme vous qui va me mettre des couches. C'était trop mignon. Le vendredi, donc ça c'est le jeudi, donc elle me dit, voyez, il va bien, donc voilà. Mais en même temps, moi je sentais la mort là, parce que c'est pas que la mort a une odeur, il y a une énergie. Et le vendredi, je l'ai au téléphone à 5h du soir, et il a une petite voix, et je lui dis, oh, t'es bien fatigué mon petit père, je t'aime, tu sais, je vais te laisser tranquille, je t'appellerai demain. Oh, il me dit, oui, je suis pas en forme, mais je t'aime. J'ai raccroché, j'ai dit à Franck, il s'en va. Et vous n'avez pas été le voir? Bah, il était à Aix et moi j'étais à Paris. Puis il avait peut-être pas envie. Il voulait pas. Ah bah attendez, il n'a pas eu envie, tellement qu'il n'a pas eu envie que je le voie mort, que je suis arrivée à Marseille. Nous sommes arrivés à Marseille. Je me suis fait voler mon sac à l'arraché dans la voiture avec tous mes papiers. Pas sur la Lune, mais à Marseille. Oui, à Marseille. Dans mes papiers, tout le bassin. J'ai passé ma journée au commissariat de police parce que j'avais plus de carte bleue, puis plus rien, mes clés, mes machins comme ça, donc j'ai pas pu aller voir mon père au funérailles.
Je n'ai pas vu mon père. Il ne voulait pas que je le voie. Et pour donner une petite touche humoristique, ce père qui avait très peur de mourir, à l'heure où il est mort, à 3h du matin, moi j'étais ici, il s'est assis au bord de mon lit alors qu'il est mort à Marseille, Il est venu vous faire coucou. en me disant, ça y est, mais c'était pas tant, c'est quoi cette lumière? J'ai jamais vu une lumière pareille au bout du nez de mon avion, tu me suis, je prends mon jet. Vous avez de la chance parce que tout le monde n'est pas comme ça malheureusement. Mais tout le monde peut le devenir à partir du moment où on lâche prise à tous nos tabous, notre peur et nos idées reçues. On est tous des médiums. Oui, mais en ce qui vous concerne, oui, mais en ce qui concerne ceux qui partent, on peut avoir aussi des messages comme quoi ils n'ont pas encore trouvé la lumière, même des années après. Ah, mais bien sûr. Qu'ils sont encore en train de se faire réparer là-haut. Bien sûr, mais mon boulot à moi maintenant que je vois tout ça, c'est d'aider les gens dans ce sens-là. Je rentre beaucoup en contact avec les aides décédées, je les aide à monter. Maintenant, je suis en train de réduire mes activités parce que même si les apparences sont trompeuses, je vieillis et que les trans me fatiguent, mais je fais ça très fréquemment, quoi. Alors, c'est à la naissance de votre premier petit-fils, même in utero, que vous avez commencé à écrire. La transmission s'est faite donc in utero. Oui. Et le gamin disait des choses assez... Il disait ventre sein gris. Oui, oui, ça c'est mon fils. C'est votre fils, oui. Oui. Non, mes fils, quand j'étais, donc pas avant cet arrêt cardiaque, j'étais pas quelqu'un enfin, j'avais comme beaucoup de femmes de l'intuition, mais c'est tout. Je n'étais pas... Et quand ce petit, à l'âge de 2 ans, mes 2 fils ont parlé couramment, avec un vocabulaire absolument invraisemblable, toujours d'ailleurs, ils sont toujours dedans, quelles que soient les lectures. Et effectivement, ils me sortaient tout à trac, ventre sein gris, j'ai faim, trêve de billevesée, arrête de m'embêter. J'ai fait un extraterrestre. Bon, après, dans le travail que j'ai fait, une fois que j'ai eu cette ouverture de conscience, je me suis rendu compte qu'il avait vécu à l'époque d'Henri IV. Voilà. Mais mes petits-enfants, in utero, effectivement, mes belles-filles étaient enceintes de 7 mois quand ces enfants, alors que je ne cherchais absolument pas à les contacter, parce que je suis assez respectueuse du libre arbitre de chacun. J'étais dans mon jardin, il n'y avait aucune, j'étais pas dans une intention particulière, et j'ai entendu qu'on me parlait, donc je suis rentrée, j'ai pris un papier avec un crayon, et dans ce livre, j'ai noté le message de ces petits-enfants qui m'expliquaient pourquoi ils venaient. Et comme je l'explique aussi dans ce livre, maintenant ils ont 10 ans, 9 ans et 6 ans, et dans les conversations, ils vous sortent tout à trac ce qu'ils vous ont dit alors qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. C'est assez surprenant. Donc ça permet en même temps de mieux les comprendre, ça permet de mieux orienter les parents aussi. Qui sont nos enfants ? Regardez donc les rapports qu'on avait avec nos propres parents et l'incompréhension, l'absence de communication. Mais quand on sait quel est le choix des enfants, ça règle pas mal de problèmes. On rentre dans des pardons. Ah ben oui, moi le jour où j'ai compris que j'avais choisi une mère qui ne m'aime pas, j'ai pardonné à ma mère puisque j'avais choisi qu'elle ne m'aime pas. Oui, et puis c'est le fait aussi que dans les défauts de l'autre, on ne reproduit pas les défauts de l'autre. Voilà, donc, voilà. On va s'améliorer. Voilà. Vous avez parlé des âmes errantes tout à l'heure. Alors, sur cette terre, il y aurait donc des jeunes âmes, des vieilles âmes. Mais c'est pas parce qu'on est une vieille âme qu'on n'est pas errant. Qu'on n'est pas... ou tout du moins, c'est pas parce qu'on est une jeune âme qu'on sera meilleur qu'une vieille âme, même si on a fait du parcours. Absolument. Parce qu'il y a quand même l'inné en soi. Une jeune âme, peut-être pendant toutes ces incarnations, ne tuera pas. Alors qu'une vieille âme peut reproduire encore ce qu'elle a fait pendant des décennies. Ça, alors là, non, ça va dépendre du rôle. Si celui qui vient sur Terre... alors, ce qu'on m'a expliqué, par exemple, et j'en parle vaguement parce que je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, sur la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a des âmes qui s'incarnent pour provoquer des karmas des peuples. La Terre a une histoire, les peuples ont un chemin à poursuivre, et s'ils ne font pas ce pourquoi ils se sont tous incarnés, il y a des provocateurs de karma. Vous parlez d'Hitler et de sa désagrégation. Voilà, or Hitler est venu... D'ailleurs, il a eu plusieurs incarnations où il était provocateur de guerre, mais là, comme Staline, ils ont dépassé les bornes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur Terre et qu'on a oublié qui on était, on peut devenir fou, on peut devenir un assassin.
Si l'intention de départ, tout va dépendre de vous. Si dans le départ vous êtes venu pour être effectivement un général d'armée, pour essayer de réguler les accords entre les êtres, donc vous aurez un commandement à avoir, vous aurez des hommes à mener, vous aurez peut-être des guerres à mener, il y aura peut-être des morts, mais c'est pour sauver d'autres gens, malheureusement. Si un pays est attaqué, il faut le défendre. Donc, et tout ça à cause des hommes, parce que dès l'instant où un homme... regardez, vous élevez des hommes, moi j'ai des fils, et j'ai des petits-fils. Je suis une femme, je les ai élevés seuls. Donc j'ai pas appris à mes enfants à prendre un pistolet, à jouer à Zorro, ou à Tarzan, ou à machin comme ça. Et ils le font tout seuls. Ils le font sans vous. Moi aussi, j'ai un fils qui s'amusait à partir avec des faux pistolets avec un copain dans les rues et que je leur disais, mais vous êtes fous, on va croire que c'est un vrai, on va vraiment vous tirer dessus. Voilà. L'homme, dans sa virilité, c'est un guerrier. La femme vient pour créer le monde et l'homme vient pour se battre. L'homme vient avec un ego beaucoup plus grand que la femme. Il y a des femmes les femmes de maintenant qui sont élevées comme des garçons, entretiennent des égos. Et c'est l'ego qui est responsable. Comment va-t-on se comporter ? Je raconte ça aussi. Imaginez simplement que toutes les deux, je vous ai parlé tout à l'heure, ou dans la dernière émission, du voyage sur la Lune, mais imaginons, et je porte en exemple, que vous et moi, nous partions en Amazonie pour apporter des médicaments au fin fond de l'Amazonie, aux soi-disant sauvages qui sont plus évolués que nous, parce qu'il y a une bonne âme qui est d'une ONG qui a décidé qu'ils étaient plus inférieurs que nous. Donc vous me dites, parce que vous avez le cœur qui parle avant la raison, je vais lui apporter de l'aspirine. Et je vous dis, mais pourquoi tu vas lui apporter ? Tu peux lui faire parachuter. Vous me dites, non, en même temps, comme ça je visiterai l'Amazonie. Mais c'est dangereux l'Amazonie. Il y a des serpents venimeux, il y a plein de fourmis rouges. Oui, mais je lui ai promis, donc j'y vais. Et là, je dis, je viens avec vous. On va organiser notre itinéraire. On s'entend parfaitement bien, on ne s'est jamais disputé. Puis on part, puis on arrive en Amazonie, les gens nous disent, vous êtes un peu cinglés, il y a 2 nanas qui s'en vont en Amazonie. Voilà. Oui, mais j'ai le curé là-bas au fond qui machin. Premier 200 km, tout va très bien. Donc vous partez en Amazonie, on part ensemble, tout va très bien. On s'est fait les vaccins, les fameux vaccins, les pommades anti-moustiques et tout. On remonte, on s'entend très bien. On passe un premier rapide, tout va bien. On passe un deuxième rapide, tout va bien. Le troisième rapide, il n'était pas inscrit sur la carte dont j'avais la responsabilité avant de partir. Et le bombard fait le plouf-plouf, radio de bord, les aspirines, les munitions. Et on nage toutes les deux comme de folles avec les piranhas derrière les fesses. Comment va-t-on arriver sur le bord ? Comment va-t-on se comporter une fois qu'on a tout perdu ? Là, l'ego prend toute sa dimension. On est face à une responsabilité. Comment va-t-on se comporter ? Est-ce qu'on va se comporter en grandeur ou au contraire en petitesse ? Or là, on va s'engueuler. Vous allez me dire, oui, c'est toi qui étais chargé, mais c'était pas sur la carte IGN. Regarde, non, c'est au fond de l'eau, on peut pas aller le chercher. Donc il va falloir qu'on se débrouille. Débrouille pour manger, débrouille pour retrouver le chemin, débrouille pour retrouver le curé, débrouille pour revenir à la civilisation. On s'est détesté pendant tout ce travail-là, parce qu'évidemment, on était dans une telle peur, dans une telle panique, dans une telle solitude, dans la forêt amazonienne, qu'on s'est détesté. On revient à Paris, et là, on redevient les meilleures copines du monde. Tu te souviens, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Et puis vous m'annoncez que vous repartez en Amazonie. Et je vous dis, mais je connais l'itinéraire avec toi, donc je repars avec toi. Donc on va revivre une deuxième situation différente, dans le même pays, mais on va remonter l'Amazone autrement, on va avoir d'autres médicaments, on sera prudente parce qu'il y a les rapides, mais on aura d'autres malheurs, d'autres problèmes, et est-ce qu'on continuera de s'engueuler, ou est-ce que... Voilà, et c'est ça la vie. C'est un parcours très difficile et héroïque, et on n'est pas obligé de le faire. Donc quand l'esprit est en préparation d'une venue sur la Terre, entouré de ses anges et des êtres de sa famille cosmique, il entre dans sa loge comme un acteur de théâtre. Il se maquille, vérifie son apparence, son costume et son texte. Il vérifie son choix de partenaire, père, mère, frère, sœur, futurs maris ou femmes, enfants, les dates inscrites sur le calendrier de la vie qui l'amèneront à vivre joie, peine, crise. Il sait d'avance que ce rôle à venir va lui apprendre à jouer autrement que dans ses précédentes vies, et selon son jeu, il étendra son esprit
ou Stamura. Oui. Alexandre, j'apprends dans votre livre que Descartes n'était pas si cartésien que ça, mais qu'il Absolument. était. Alors, qu'est-ce qu'il était, Descartes? Alors Descartes était, alors ce que je sais, c'était par mon grand-père qui était pharmacien, qui était un fou de Descartes. Ce grand-père pharmacien était un inventeur, un professeur d'imbus, et qui faisait aussi du magnétisme et qui faisait hurler ma mère parce qu'il imposait les mains, etc. Mais les pharmaciens de l'époque étaient des médecins généralistes, ce n'était pas que des pharmaciens. Mais c'était des apothicaires aussi. Oui, c'est ça, ils ne vendaient pas des produits de beauté. Bon, voilà, donc j'ai retrouvé dans les affaires de ce Pépé des notes de Descartes qui disaient que il y avait le regard de l'en dedans et le regard de l'en dehors, que la glande pituitaire était le regard de l'en dedans, c'est-à-dire le regard qui voit le monde d'en haut, et que les yeux, les rétines étaient là pour regarder le ras de la terre. C'était un très grand médium qui voyait les vies antérieures des gens, qui entendait penser les gens, et qui, évidemment, dans le milieu dans lequel il était, et dans son époque, a été menacé de mort. Et de façon à sauver et pour sauver les siens, eh bien, il est devenu dans le sens inverse. Il a renié. Il a renié tout ce savoir pour protéger les siens. Et ça me fait beaucoup rire quand j'entends dire j'ai l'esprit cartésien, parce que ça ne veut rien dire du tout. Comme le mot mort veut dire vie en sanskrit. Hein, ça veut dire quoi? On utilise des mots dont on ne sait pas le sens. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Alors, donc, on va terminer cette émission. Est-ce que vous faites encore des consultations? Vous avez dit que non. Non, je réduis. Vous réduisez, mais s'il y a des gens qui s'intéressent, on vous retrouve comment? C'est un petit peu compliqué parce que jusqu'à maintenant, et jusqu'à décembre, je viens une fois par semaine à Paris. Je vis en province et à partir de janvier prochain, je ne serai plus à Paris. Je viendrai peut-être tous les 3 mois, donc je ne pourrai pas recevoir autant de gens que je voudrais recevoir. Et si on va vous voir en province? On se déplace Non, mais à là, Bordeaux. Bordeaux. Je suis vers Bordeaux. Alors c'est bien, le TGV met 2 heures maintenant, donc c'est bien, mais c'est un peu cher, ça revient cher. 2 heures de Paris. Oui. Mais ça revient cher, mais ça revient cher pour apprendre quoi? Ces vies antérieures, communication avec les défunts? Alors, il y a la communication avec les défunts, il y a à apprendre à communiquer aussi avec les défunts, parce que mon boulot, c'est pas que de parler à la place des autres, c'est que les autres apprennent aussi à retrouver le lien. Mon travail, c'est celui-là. J'apprends aux gens à recommuniquer avec les leurs. La communication avec Dieu, vous avez lu le livre « Conversation avec Dieu », elle est permanente, mais on a oublié comment procéder. Donc moi, j'apprends aux gens à le faire. Et ça, vous l'apprenez dans des séminaires? Je faisais beaucoup de séminaires. Là, encore une fois, j'ai réduit. Les gens prennent leur retraite à 65 ans, font des manifestations dans la rue pour être à la retraite. Et après, ils s'embêtent. Et après, ils s'enquiquinent. Moi, je ne serai jamais à la retraite, c'est certain. Mais la particularité des états de conscience différés que je vis tous les jours m'épuise. Et donc, je ne peux pas faire plus. Edgar Cayce avait été averti là-haut d'arrêter parce qu'il était fatigué. Il n'a pas écouté, il en est mort. Mon boulot à moi, c'est d'aider quand même des gens, mais j'écoute ce qu'on me dit aussi. Alors, les gens qui auraient envie que vous les aidiez, vous retrouvent comment? Ils appellent mon éditrice. On donne le téléphone? Oui, on donne le téléphone. 06 12 94 16 15. 06 12 94 16 et 15. Et il laisse un message en disant voilà. Alors, quelle est la phrase qu'on pourrait donner pour terminer cette émission? Une citation, quelque chose qui vous vient à l'esprit, une phrase qui vient de l'au-delà, ou de l'en-delà, ou de l'en-dedans? Je dirais simplement à ceux qui écoutent que la mort n'est pas une fin, j'en ai écrit un titre de livre, que ceux qui sont partis sont bienveillants, attentifs à ce qu'on dit
Et ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide, à leur parler. Ce que j'ai à transmettre aussi, c'est qu'il est important maintenant, parce qu'on rentre dans une modification des comportements humains, et si on ne le fait pas, on va à la catastrophe, on va vivre des moments très difficiles, socialement, politiquement, dans le monde entier. Ça a commencé déjà depuis 10 ans et ça va aller crescendo. Il est donc important que chacun retrouve le sens du verbe aimer, d'avoir le courage de se le dire. C'est magique, de ne pas pleurer ses morts parce que les morts n'arrivent pas à monter quand on pleure à cause d'eux. Voilà, donc je dis simplement aux auditeurs, d'abord je les remercie de m'avoir écouté. Trouvez, quelles que soient les difficultés de la vie, dites-vous que la vie est géniale. La vie est géniale, on est des héros, on va accepter de venir vivre des épreuves qui ne sont pas toujours faciles à dépasser. Quand on a vécu l'expérience que j'ai vécue, je ne leur souhaite pas parce que j'ai vécu des moments, et dans la première partie du livre, vous avez vu que c'était pas simple. Oui, vous dites quand même que c'est pas parce que vous êtes passé de l'autre côté que vous avez la été vie super est la aidé. vie. Voilà, la vie n'est pas facile, mais c'est fantastique. C'est fantastique quand on regarde grandir ces enfants, quand on voit la nature, quand on voit, c'est magique. Donc il faut échanger, il faut se parler, c'est pas d'être encore une fois, des grenouilles de bénitier ou des mystiques, c'est parler à nos morts qui sont vivants et qui nous entendent, ne pas les pleurer, plaisanter avec eux. Je vais raconter la dernière chose qui concerne mon père pour les faire rire. Donc ce père meurt et il ne voulait pas de fleurs, il ne voulait pas de couronne. Mais inévitablement dans un enterrement, les gens viennent des fleurs. Donc l'enterrement est là, mon père à côté de moi, que je suis seule à voir, qui est très satisfait de voir que ses neveux, ses nièces, etc., qu'il y a du monde, et très content. Il y a des fleurs parce que le troisième âge a refait un machin, et il y a un gros bouton de rose qui est tombé du bouquet. Donc avant de refermer le cercueil, la tombe, le croque-mort me prend la rose et me dit: si vous voulez mettre la rose dans la tombe avant qu'on referme. Dans la tombe ou dans Oui, le dans cercueil? la tombe, parce que le cercueil était dans la tombe. Ouais. Il était fermé, là on était au cimetière, il allait vraiment être enseveli. Donc je dis oui, d'accord, et par la pensée télépathique avec papa, je lui dis: de moi, tu veux bien une fleur tout de même, je suis ta fille. Et je jette la rose dans la tombe, et elle ressort. Et elle ressort, et toute la famille qui est là, qui est hermétique, machin, qui dit: oh, il voulait pas de fleurs. Donc réaliser inconsciemment que c'était lui. Et lui à côté qui me dit: mais ma fille, c'est aux hommes d'offrir des fleurs aux femmes, parce qu'il était très vieille France. C'est le dernier mot que j'ai à dire. Pardon. Alors le dernier mot, ce sera quand même une citation de Khalil Gibran dans Le Prophète. Oui. Vous voulez contempler l'esprit de la mort? Ouvrez amplement votre cœur au cœur de la vie, car la vie et la mort sont un, de même que le fleuve et l'océan sont un. Alexis Ambre, j'ai oublié mon sac sur la lune, publié au clair de terre. Merci beaucoup Alexis Ambre.